Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Un grand plaisir de vous retrouver sur les antennes de ma gloire afin de vous informer, messieurs et dames. Avant de commencer, voici le titre de votre journal. Au sommaire de cette édition du journal, le chef de l'État a procédé au lancement lundi 22 décembre 2025 de deux infrastructures intégrées au projet d'extension de la ville de Kinshasa. Un projet stratégique qui vise à transformer durablement l'espace urbain et économique de la capitale. Et peu avant la cérémonie, le président congolais a reçu son homologue togolais, Faure Gnassingbe. Les deux chefs d'État ont parlé au sujet de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu qui connaissent des hostilités perpétrées par des groupes armés qui sont soutenus par le Rwanda. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé une réunion des comités provinciaux de sécurité élargie aux comités locaux de sécurité. Le patron de l'Intérieur a donné des injonctions claires qui feront en sorte que les Kinois passent en toute quiétude cette période de festivités. Enfin, la plénière du lundi 22 décembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, présidée par l'honorable Kabouemamba Michel, a adopté sans amendement le rapport de la commission permanente politique, administrative et juridique qui va faciliter un bon trafic routier sur les axes à haut risque. Et c'est tout pour les titres, messieurs et dames. Votre journal, c'est tout de suite. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu le lundi 22 décembre dernier son homologue togolais, Faure Gnassingbe, étant médiateur désigné par l'Union africaine. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où quelques localités sont occupées par des groupes rebelles soutenus par des forces armées rwandaises. Tout de même, ils ont aussi mis un accent en ce qui concerne le renforcement des coopérations bilatérales entre la RDC et les Togo. Suivez. Médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix en République démocratique du Congo, Faure Esozina Gnassingbe, président du Conseil de la République togolaise, est arrivé ce lundi en début d'après-midi à Kinshasa par l'aéroport international de Njili pour une visite de travail de quelques heures. Cette visite fait suite à la signature des accords de paix signés à Washington sous les bons offices du président américain, cérémonie à laquelle il avait pris part sur invitation du président Donald Trump. Après les cérémoniales d'accueil en présence des officiels de deux pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont pris place au pavillon présidentiel pour un entretien de plus de 3 heures. Rien n'a filtré de leur entrevue, mais tout porte à croire que les questions d'intérêt commun dans le cadre de la coopération bilatérale qui existe entre la République démocratique du Congo et le Togo ont été évoquées, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Dans le cadre de la mission de médiation régionale lui confiée par l'Union africaine, le médiateur Faure Gnassingbe a été chargé de faciliter une solution africaine durable à la crise qui secoue l'Est de la RDC. Faure Esozina Gnassingbe, président du Conseil de la République togolaise et médiateur désigné de l'Union africaine dans le processus de paix en RDC, a salué l'accord de paix signé à Washington, perçu par l'ensemble du continent africain
comme une avancée diplomatique majeure, même si les défis sur le terrain demeurent encore préoccupants. C'est une deuxième visite de travail du président du Conseil togolais à Kinshasa, après celle du 16 avril 2025, juste après sa nomination, intervenue 4 jours plus tôt. Et toujours à la présidence, le président congolais Félix Tshisekedi, accompagné de la première ministre Judith Suminwa Tsholuka, procédé lundi 22 décembre 2025 au lancement des travaux de la cité industrielle sino-congolaise. Ce vaste projet s'inscrit dans le programme d'extension de la ville-province de Kinshasa, dont l'initiative traduit la vision du chef de l'État et la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement congolais. Suivez. Voici c'est à quoi va ressembler l'extension de la ville de Kinshasa dans les prochaines années. Kinshasa Kiamona, ou Renaissance de Kinshasa, est le nom choisi pour ce méga projet immobilier situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, dans la périphérie est. Il s'agit d'un projet d'extension majeure vers l'est de la ville, sur le plateau de Bateke, dans la commune de Maluku. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de cette commune urbano-rurale ce lundi 22 décembre 2025 pour le lancement de travaux de construction de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière Marthe Kassalou, deux infrastructures dont l'aménagement s'intègre au projet d'extension de la ville de Kinshasa. Porté par China East Africa Development, ce projet majeur, vision du chef de l'État, est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains et une implantation de 1200 usines en 5 ans, en raison de 20 usines par parc industriel, ce qui va générer 225 000 emplois directs, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois dès le démarrage, a indiqué le représentant du partenaire sino-congolais dans son mot. Au-delà de la cité industrielle, il est prévu la construction d'une plateforme hospitalière infirmière, Mama Marthe Kassalou, qui sera réalisée par le consortium belgo-marocain IIDG-TGCC et financée via un crédit de la Banque publique des investissements France avec la banque allemande Commerce Bank pour 133 millions d'euros. Pour le représentant du consortium de l'entreprise des travaux généraux de construction de Casablanca, la première phase de travaux prévoit la construction d'un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe, d'un centre de référence sous-régional d'oncologie sur une superficie de 36 000 m² et 10 hectares d'aménagement extérieur avec un héliport. Pour le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, il s'agit donc d'un acte politique majeur. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse largement le cadre symbolique d'un démarrage solennel des travaux. Elle constitue un acte politique majeur, une décision stratégique assumée et surtout une rupture nette avec des décennies d'urbanisation subie, désordonnée et économiquement inefficace. Afin de matérialiser votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement a fait le choix d'une approche nouvelle, celle de faire de la planification urbaine un levier de développement économique. Et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a procédé à la pose de première pierre de construction de la cité industrielle et de la plateforme hospitalière infirmière Mama Marthe Kassalou en présence de nombreux officiels. Bien plus qu'un projet immobilier ou infrastructurel, le projet d'extension de la ville de Kinshasa apporte des réponses concrètes aux principales préoccupations des populations quinoises, notamment la cogestion urbaine, les embouteillages, les inondations ou encore l'insalubrité. Alors, au ministère de l'Intérieur, à l'approche des festivités de fin d'année, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a instruit le gouvernement provincial de Kinshasa à redoubler d'efforts pour garantir la sécurité de la population congolaise en général et quinoise en particulier. C'était au cours de la réunion du comité provincial de sécurité élargi aux comités locaux de sécurité. Le renforcement de l'opération Dobo a figuré à l'ordre du jour
Au sortir de la réunion, Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, s'est livré à la presse. Suivez l'extrait choisi pour vous par Yvonne Chimbalanga. En réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Kinoises et Kinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous serons préoccupés par la situation des embouteillages, où il y aura encore plus d'effectifs pour accompagner la fluidité, mais également la situation de la criminalité, où les éléments de la police comme de l'armée, de la 14e région, vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Kinois. Et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Nkamba, a procédé lundi 22 décembre 2025 à la relance officielle du centre hospitalier universitaire du cinquantenaire à Kinshasa, marquant ainsi le retour effectif de l'État dans la gestion de cet hôpital stratégique et son engagement en faveur d'un service public de santé accessible et équitable. Un nouveau comité de gestion provisoire a été installé et plusieurs services essentiels ont été rendus opérationnels. Suivez. C'est un élément que vous aurez à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis au ministère des Postes et Télécommunications, les agents et cadres du secrétariat du ministère des Postes et Télécommunications dotés par la toute première fois de moyens de transport. Ils ont reçu trois gros bus, des jeeps et 13 véhicules. Le ministre des tutelles, José Mpanda, a procédé à la remise des clés de ces charrois mobiles. Le détail, c'est dans ce reportage. Le manque de véhicules pour la mobilité du personnel était l'un des desiderata que le secrétaire général des PT Antique, Aurélien Kamba, avait présenté au ministre José Mpanda Kabangu à sa prise des fonctions en août dernier. Voilà, 142 jours après, une solution est bien trouvée. 3 grands bus, chacun avec une capacité de 56 places pour les agents, une Jeep Fortuner pour le secrétaire général et des Hyundai Creta pour le directeur. Quelle joie pour ce personnel à travers le directeur des ressources humaines. Même satisfaction du bon syndical qui salue le pragmatisme du ministre José Mpanda. Quant au secrétaire général, le ministre José Mpanda est non seulement un homme de parole, mais il est aussi et surtout un homme d'action. Cette cérémonie solennelle de remise de véhicules nous donne également l'occasion de saluer votre engagement, votre détermination et votre sens élevé des valeurs républicaines et du devoir. Nous avons relevé des qualités qui fondent votre action. Agir promptement et bien agir, tels sont vos principes de gestion qui rallient la célérité à l'efficacité. Le ministre bienfaiteur a pour sa part exhorté à beaucoup travailler pour être bien coté. Je voudrais vous rappeler, nous n'avons pas beaucoup de missions. Et si nous nous mettons au travail dans la rigueur, les 3 petites missions, nous pouvons les achever, les terminer dans moins de temps. Les 3 missions concernent la réduction de la fracture numérique, la connectivité des 145 territoires et surtout
arriver à agrandir notre assiette fiscale afin de devenir les premiers contributeurs de l'assiette publique. Il faut rappeler qu'à tout son passage à un ministère, Maître José Mpanda Kabangu dote toujours l'administration des véhicules. Il a fait à la recherche scientifique, il a fait aussi à l'agriculture. Voilà le faire aussi aux postes et télécommunications. Des empreintes indélébiles que les agents et cadres des administrations de tous ces ministères ne pourront jamais oublier. Et ici, dans la province du Haut-Katanga, adoption sans amendement au cours de la séance plénière du lundi 22 décembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga du rapport de la commission permanente politique, administrative et juridique sur la proposition d'édit portant principes fondamentaux relatifs au trafic routier sur les axes à haut risque dans la province du Haut-Katanga. Alain-François Tissoka et Esther Mbouyi pour les reportages. Honorables députés et très chers collègues, la séance suspendue le jeudi 18 décembre 2025 est reprise. Présentation du rapport de la commission permanente politique, administrative et juridique sur la proposition d'édit portant principes fondamentaux relatifs au trafic routier sur les axes à haut risque dans la province du Haut-Katanga. Au cours de la séance plénière de ce lundi 22 décembre 2025, sous la houlette de l'honorable Kabomamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Après audition, le rapport a été déclaré recevable puis adopté sans amendement, puis la plénière a examiné l'édit article par article, parmi lesquels certains ont été adoptés et d'autres déversés comme une fois à la commission PADJ pour toilettage avant l'adoption in globo et par appel nominal lors de la séance plénière prévue ce vendredi 26 décembre 2025. Et nous allons confier à la commission pour le travail. Vous n'aurez qu'un jour, si vous allez décider, un jour seulement, et vous allez nous reproduire un rapport pour ça. Notre commission PAJ, elle travaille demain. Vous allez travailler demain pour que le 26 à la première heure, nous adoptons l'édit à la première heure. Les articles qui ne posent pas problème, nous allons seulement lire et adopter. Vous allez exposer sur les 5 articles précis. Une fois adoptés, nous n'allons plus poser encore de coups. Il n'y aura plus l'examen déjà. Le fait d'adopter les 5 articles, c'est-à-dire l'édit est adopté aussi. On va le faire comme on fait avec les budgets. C'est sur ce point que la séance plénière a été suspendue. La séance est suspendue. Et les orphelins de la maison d'accueil Cœur de Charité ont été à l'honneur le dimanche 21 décembre 2025 en accueillant la cellule D et Mama Obougouma de la communauté Bashi Bavou qui était porteuse de vivre et non vivre de biens qui vont permettre à ces enfants de passer cette période de festivité en toute quiétude. Un moment de partage et de fraternité a caractérisé cette journée. Suivez. C'est sous un ciel couvert de nuages, ce dimanche 21 décembre 2025, que la cellule des Mama Obougouma de la communauté Bashi Bavou avait un rendez-vous de charitable avec les orphelins de la maison d'accueil Cœur de Charité. À bord du bus qui transportait ces femmes, une forte ambiance de joie était visible sur chacune d'elles. Et cela tout au long du trajet jusqu'à l'orphelinat en question, situé au quartier Bel Air Moukala, rue Malemba-Nkulu. La délégation, conduite par la présidente Jeanne Chibalonza, a été accueillie sous une pluie battante par l'une des responsables, y compris les enfants, enthousiasmés par la visite inattendue de Mama Obougouma.
Ces dernières ne se sont pas présentées bredouilles. Elles ont apporté avec elles des cartons de Tamsan, des sacs de riz, des farines, du sel, des bidons d'huile, des souliers et tant d'autres biens. Et pour rendre l'utile à l'agréable, un repas a été servi aux enfants, une façon pour elles de serrer davantage les liens. La vice-présidente Fifi Kalimira brise les mythes autour de la cellule au Buguma en apportant la signification. Signification ya Buguma ni umoja. Umoja ndio nguvu na umoja ndio natusindikiza hapa leo tunafika hapa shie bote. Parce que mtu mmoja hawezi kutumika kazi yote. Ni shie bote nguvu yote hapa mama ndio natuma tunakuya hapa. La présidente Jeanne Chibalonza a quant à elle expliqué la raison de ces gestes humanitaires. Wakati tulipata hii akili ya kusema tukio tuangalia hapa watoto wa orphelin na watoto wadogo, tuliona kama tulipenda kurudisha shukrani kwa Mungu. Tulipenda kumrudishia Mungu shukrani sababu katikati yetu kuko bale tulianza nabo mwaka melewa bana. Mesia Mungu anatupatia neema tunafika hata hii mwisho wa mwaka, tunamshukuru Mungu. Aba watoto paka vile mama pastor alisema hakuna mwenye alipenda ajikute mwa hii nyumba. Alizaliwa alipenda ishi na mama na baba na ndugu zake. Lakini kwa kuwa dunia iko na marealite, ndio maana aba watoto wanajikuta hapa. Na bana bayatima ni batoto ya Mungu. Mungu anaveaka sana juu ya baba watu hapa. Kama unapenda kukosana na Mungu, wewe kosana na yatima. Kama unapenda Mungu akukoseshe usingizi, wewe kosana tu na yatima. Jo pale tuliona tukuye tupartajie nabo. Tunaleta chakula, tunaleta maji ya kunywa, tunaleta manguo, tunaleta viato, tunaleta sabuni ya kufulia, tunaleta biote benye bina nécessité batoto kula. Les bénéficiaires de leur côté n'ont pas manqué des mots de gratitude tout en implorant Dieu de laisser ouvertes les écluses du ciel sur le mama au Buguma. Banafanya ni geste ya mapendo na inakubaliwa na Mungu, tunawapigia asante sana. Mungu azidi tena wabariki, abaprotege, awapatie maisha mrefu ya roho na mwili. Ce fut une journée pleine d'amour, d'émotions, des sourires sincères et des chaleurs humaines entre le mama au Buguma et ses enfants de l'orphelinat Cœur de Charité. Le périple des œuvres sociales étant long, le commencer avec ses orphelins est tout simplement magnifique pour le mama au Buguma, section Lubumbashi, province du Haut-Katanga. On va prendre le sport derrière cette courte transition. La première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'est jouée le lundi 22 décembre 2025. D'abord, la première rencontre de ce groupe a eu lieu à mettre aux prises le Bafana de l'Afrique du Sud face au Palancas Negras de l'Angola. Le score était des 2-1 en faveur de Sud-Africains. Dans l'autre explication, l'Égypte avait battu les Zimbabwe par la note de 2-1. Grégoire Kazuba nous fait le point. C'est parti pour l'entrée en lice de l'Égypte, l'un des favoris. La Coupe d'Afrique des Nations poursuit son bonhomme des chemins au Maroc. Lundi 22 décembre 2025, les pharaons d'Égypte étaient face au Zimbabwe pour les comptes de la première journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au stade Adrar Agadir. Dès le début du match, l'Égypte inquiète la défense zimbabwéenne. À la 5e minute sur un centre de Mohamed Salah, les Zimbabwe s'est fait sauver par le montant. Après une série de maladresses des attaquants égyptiens devant le but, les Zimbabwe surprend les
les coéquipiers de Mohamed Salah en ouvrant le score par l'entremise du joueur Prince Doubé à la 20e minute. Vitesse, un centre dans le dos d'Abdelmagid. Le premier but de cette rencontre, il est pour le Zimbabwe. Il est pour le Zimbabwe, pour Prince Doubé. La grosse surprise, la grosse sensation, oui. Ainsi, plusieurs tentatives de buts s'invitent sans être concrétisées. Le score d'un but à 0 sanctionné la première période en faveur du Zimbabwe. En seconde période, les Égyptiens maintiennent le monopole du ballon. Arrivé à la 64e minute, dans un angle fermé, Omar Marouche égalise d'une frappe limpide. Zimbabwe, attention quand même à Marmouche. C'est dedans. C'est dedans, la frappe sous la barre, la frappe lourde. Et peut-être là aussi une erreur d'intervention de Garananga qui n'est pas venue face à l'attaquant de Manchester City. L'Égypte tente plusieurs occasions jusqu'à obtenir le but de la victoire à la 90e minute +1 par l'entremise de Mohamed Salah. La tête de Fatou, Takwere, Salah qui est passé devant et Salah qui marque à la dernière minute. Incroyable. Voilà le but de la rédemption pour Mohamed Salah après un début de saison compliqué. Il vient libérer l'Égypte 2-1 à la dernière minute. 2-1 jusqu'au coup de sifflet final en faveur de l'Égypte. Nakamba qui essaye de se battre. C'est terminé. L'Égypte sauvée par Mohamed Salah à la dernière minute. L'autre rencontre du groupe B opposait l'Angola à l'Afrique du Sud. Deux équipes ayant présenté un football de qualité en première période. Les Sud-Africains ont été les premiers à ouvrir le score grâce aux joueurs Oswin à Police à la 21e minute des jeux. Quelques minutes plus tard, soit à la 35e minute, sur un coup franc joué du côté gauche, Shaw égalise pour le 1 partout. C'est vers la 79e minute que l'Afrique du Sud trouve le but de la victoire grâce au joueur Lys Forrester pour le 10-1. Score jusqu'à la fin du match. Bien avant ces rencontres du groupe B, dans le groupe A, le Mali faisait jeu égal d'un but partout face à la Zambie. Une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce intéressante jusque-là avec des rencontres intéressantes. Et à l'image et en illustration, belle entrée en matière pour les léopards de la République démocratique du Congo en Coupe d'Afrique, à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 suite à leur première victoire précieuse ce mardi 23 décembre 2025 devant le Guépard du Bénin. Score au terme de la rencontre, 1-0 en faveur des Léopards de la RDC. But inscrit à la 16e minute par Théo Bongonda, recevant une passe lumineuse d'Arthur Maswaku. On va aller en dehors de nos frontières derrière cette transition. Et les informations en international partiront du Nigeria et où les enfants et enseignants récemment kidnappés ont rencontré les autorités locales. Ensuite au Maroc qui enregistre une vague de froid et de fortes chutes de neige dans plusieurs provinces. Le condensé de cette page porte la voix de Yvonne Chimbalanga. À toutes et à tous, bienvenue dans cette ronde internationale qui démarre par le Nigeria, où les enfants et enseignants libérés ont rencontré les autorités locales. Les 130 enfants et enseignants libérés dimanche par leurs ravisseurs ont rencontré le gouverneur de l'État du Niger à l'occasion d'une cérémonie officielle. Ces personnes avaient été kidnappées dans leur école catholique en novembre dernier. La police a déclaré qu'ils avaient été libérés dimanche après que des hommes armés aient capturé au moins 303 écoliers et 12 enseignants dans l'état du Niger, dans le centre nord du Nigeria, lors d'une attaque contre l'école catholique St. Mary's de la communauté de Papiri le 21 novembre. Les autorités ont déclaré que les plans étaient en cours pour réunir les enfants avec leurs familles avant Noël. Les autorités avaient précédemment déclaré que 303 écoliers et 12 enseignants avaient été enlevés et que 50 d'entre eux s'étaient échappés dans les heures qui ont suivi. Mais lundi, le gouvernement
gouverneur de l'État du Niger, Mohamed Bago, a indiqué que 230 personnes avaient été enlevées et qu'elles avaient été toutes libérées. Les autorités n'ont pas précisé si une rançon pratique courante dans ce type d'enlèvement avait été versée. Et puis, vagues de froid et fortes chutes de neige dans plusieurs provinces marocaines. Plusieurs régions du Maroc ont connu durant le week-end un épisode météorologique marqué par des chutes de neige abondantes, des fortes précipitations et une baisse notable des températures selon la Direction générale de la météorologie (DGM). La situation s'est intensifiée dimanche et lundi avec des accumulations atteignant 20 à 40 cm de neige à partir de 1500 mètres dans les provinces de Mildet, Azila, Benimelal, Kenifra, Boumelaman, Ifran, Sefrou, Taza et Gursif. D'autres provinces, notamment Taouride, Al-Oseima, Ouarzazate, Tingir, Al-Aouz, Figug, Gerada et Chef Chaouane ont enregistré entre 5 et 15 cm de neige. Parallèlement, des fortes pluies, parfois accompagnées d'orages, ont concerné plusieurs provinces du nord et du centre du pays, avec des cumuls compris entre 25 et 60 mm selon les zones. Les températures ont fortement chuté en zone montagneuse, atteignant jusqu'à -8 degrés Celsius au-dessus de 1600 mètres, notamment dans les provinces de Boulemenan, Ifran, Mildet, Kenifra, Azilal et Benimelal. Face à cette vague de froid, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a activé l'initiative face au grand froid. Plus de 15 000 familles de la région de l'Oriental ont bénéficié de la distribution des denrées alimentaires, notamment dans les provinces d'Oudjadj, Angad et de Gerada. L'opération a été étendue aux provinces de Figug, Tawarirt, Guersifa et Berkane. Enfin, envoyé spécial américain au Groenland, l'Europe soutient Copenhague. La tension diplomatique est montée d'un cran entre le Danemark et les États-Unis après l'annonce dimanche par le président américain Donald Trump de la nomination d'un envoyé spécial au Groenland. Ce vaste territoire autonome danois au cœur de l'Arctique est depuis plusieurs années l'objet d'un intérêt marqué de Washington, qui n'a jamais caché ses ambitions stratégiques et économiques dans la région. À Copenhague, la réaction a été immédiate. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, s'est dit profondément indigné par cette nomination qu'il juge totalement inacceptable. Il a annoncé que le Danemark convoquerait prochainement l'ambassadeur des États-Unis afin d'obtenir des explications officielles. Pour le chef de la diplomatie danoise, cette décision américaine constitue une remise en cause directe de la souveraineté du Danemark, qui regroupe le Danemark continental, les îles Féroé et le Groenland. Dans une déclaration commune, le premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsens et la première ministre danoise Mette Frederiksen ont rappelé que les frontières nationales et la souveraineté des États sont fondées sur le droit international. Fin de cette ronde en international. Merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Fin également de ce journal sur les antennes de ma gloire. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi et surtout, restez en compagnie de nos programmes. À très vite. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.